Donc déjà, effectivement, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour votre présence à ce webinaire qui consiste à vous présenter une forme de restitution d'une étude qu'on a publiée. Quand je dis on, je vais me présenter succinctement, mais c'est le programme Société numérique de l'ANCT avec le CREDOC et le CRED de l'Université de Rennes sur les freins psychosociaux à l'usage numérique. Donc moi, je suis Thomas Macaluso, donc je suis responsable des études au sein du programme Société Commencer. numérique de l'ANCT. Attends, alors, pourquoi on ne prend pas? Je pense que vous pouvez couper votre micro si vous ne prenez pas la parole. Enfin, en tout cas, sur le temps de présentation, n'hésitez pas à couper vos micros de sorte à ce qu'il n'y ait pas d'interférence pendant la présentation qui devrait durer à peu près 40-45 minutes. Ensuite, on ouvrira un temps d'échange. Donc, dans cette intervention, comme je le disais, il y aura notamment certaines auteurs et autrices de l'étude pour vous restituer un certain nombre de messages clés, notamment Lucie Brice-Monstracal, qui est donc directrice du coup au sein du CREDOC. Il y aura Jérôme Clerget également, chercheur au sein de l'université de Rennes. Simplement en introduction de cette présentation de l'étude sur les freins psychosociaux à l'usage du numérique, je rappelle quelques éléments. Déjà, pour dire que cette dernière étude qu'on a sortie au mois d'octobre 2025 à l'occasion du numérique en commun national à Strasbourg, c'est une étude qui s'inscrit plus largement dans une série d'études depuis 2021 au sein du programme Société numérique de la NCT incarne notamment, c'est pas la seule action, mais celle-là, c'en est une importante, qui incarne un dialogue entre le monde de la recherche, notamment en sociologie, en anthropologie des usages numériques, et l'action publique qu'on essaye de mener au sein de l'ANCT, notamment en tant que pilote du programme national de la politique d'inclusion numérique. Cette série d'études-là, il y en a une première édition, comme vous le voyez ici sur les trois rapports qui sont présentés sur les trois couvertures. Une première édition qui s'est intéressée à la définition et à la mesure de l'éloignement numérique aujourd'hui dans notre société, donc qui parle quelque part de manière assez précise des publics éloignés du numérique et que vous rencontrez tous les jours, toutes et tous, en tout cas pour une bonne partie si vous êtes médiateur, médiatrice numérique. La deuxième édition, elle portait justement sur le secteur professionnel de la médiation numérique et d'exprimer les reconfigurations aussi de ces dernières années à l'aune notamment de la numérisation des démarches administratives en ligne, mais pas seulement. On revient en tout cas sur le cœur et l'essence aussi de l'activité et le métier de médiation numérique. Et enfin, effectivement, cette troisième et dernière édition sur les freins psychosociaux à l'usage numérique. L'ensemble de ces études-là, vous pouvez le retrouver sur un site que vous connaissez peut-être déjà, qui est le site de notre laboratoire Société numérique, donc labo.sociéténumérique.gouv.fr. Il y a à la fois les rapports et les synthèses également, si vous voulez, les ça nous revenait sur Petit Quevilly aussi, et c'est vrai que... N'hésitez pas à couper vos micros, s'il vous plaît. Merci. Donc, sur cette troisième édition, si on part un petit peu du début, en se disant pourquoi et comment finalement on s'est intéressé aux freins psychosociaux à l'usage du numérique. Tout d'abord, c'est que les freins psychosociaux ici à l'usage numérique, c'est clairement des facteurs d'inégalité socio-numérique. Ce qu'on constate, et ce que vous savez aussi probablement, c'est que malgré une large diffusion des équipements et de la connexion, des équipements numériques et de la connexion Internet, on constate encore de grandes hétérogénéités des usages dans la population, et c'est pas parce que on a une connexion Internet à peu près viable et stable un peu partout en France qu'on n'a pas des inégalités numériques, socio-numériques qui se maintiennent, voire même qui se développent. Et donc, justement, pourquoi toute chose égale par ailleurs de ce point de vue-là, certaines personnes s'approprient finalement plutôt bien les technologies numériques en développant un certain nombre d'usages, là où d'autres finalement les ignorent ou même les refusent et qui viennent alimenter une phrase que vous connaissez bien en tant que médiateur et médiatrice numérique, c'est le numérique, c'est pas pour moi en fait. Et donc on est parti effectivement aussi de cette phrase-là, de cette posture-là, pour essayer de gratter et d'améliorer la compréhension de ce qui se jouait derrière.
petit point de définition et d'éléments sur l'aspect freins psychosociaux qu'on a utilisé dans l'étude et dont on va vous parler là sur les prochaines minutes. Derrière cette expression-là, on y met toutes les croyances, les valeurs, attitudes ou même perceptions qui entravent la participation à des activités d'apprentissage. Donc on voit bien que dans le cadre notamment d'un contexte de médiation numérique, d'appropriation des technologies, de la diffusion de l'apprentissage de la culture numérique, forcément c'est des choses qui nous intéressent particulièrement et qu'on voulait en particulier aujourd'hui vous partager naturellement. Pour comprendre ça et pour gratter effectivement le vernis sur cette notion-là, ça nécessite d'aller investiguer la manière dont les technologies numériques en particulier sont appropriées ou rejetées, en l'occurrence, et comment les usages se construisent. C'est ce qu'on a voulu faire dans une bonne partie du rapport. Et justement, ce rapport, cette étude-là, pour vous dire effectivement que c'est le fruit d'une mobilisation assez inédite de la littérature scientifique, qui est notamment en bonne partie apportée aussi par le centre de recherche de l'Université de Rennes que Jérôme représente aujourd'hui, et des études aussi quantitatives très récentes, notamment des données issues du baromètre du numérique que vous connaissez certainement, et qui ont été largement remobilisées par le CREDOC que représente Lucie aujourd'hui. Donc, dans la suite de cette présentation-là de l'étude, on vous propose dans un premier temps d'essayer de balayer de manière succincte un peu les panoramas des freins psychosociaux à l'usage numérique. Dans un second temps, on va essayer de vous présenter des éléments de compréhension sur les dynamiques d'appropriation des technologies numériques que vous allez voir qui sont très étroitement liées avec justement la naissance parfois de certains freins psychosociaux à l'usage. Dans un troisième temps, on évoquera aussi, on s'est prêté à l'exercice de pouvoir établir des typologies de postures psychosociales à l'égard du numérique. Et enfin, on vous donnera, et je reprendrai la parole à ce moment-là, des éléments de conclusion et bien entendu d'ouvrir la discussion avec vous pour prendre le temps d'évoquer un certain nombre de sujets, puisque encore une fois, l'idée, et j'en reparlerai à la fin de ce webinaire-là, c'est de se dire, très bien, on a effectué ce travail-là de recherche et d'études, comment est-ce qu'il peut être utile à vous, acteurs de terrain, médiateurs, médiatrices numériques, coordinateurs, coordinatrices, pour adresser et appréhender cette question des freins psychosociaux à l'usage numérique, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, pour moi, pour l'introduction, et je laisse la parole maintenant à Lucie pour vous parler un petit peu des éléments de panorama sur les freins psychosociaux. Merci beaucoup, Thomas, pour cette introduction. Alors oui, commençons par le panorama des freins psychosociaux. L'idée, c'était d'interroger justement cette notion psychosociale que Thomas a définie, qu'on considère donc comme un ensemble de croyances, de perceptions, de représentations, d'attitudes qui peuvent potentiellement entraver l'appropriation numérique. Comment ça se traduit? Qu'est-ce que sont ces croyances? Donc on voulait identifier un petit peu les types de freins psychosociaux qui pouvaient avoir ce statut justement de frein. Quelles étaient ces représentations qui pouvaient freiner l'appropriation numérique? Donc on peut passer à la slide suivante. Notre première clé d'entrée, c'était de nous demander, à travers une des questions du baromètre du numérique, quelle était la posture de la population à l'égard du numérique. Donc la posture de manière très générale. On a une question dans le baromètre qui est est-ce que vous considérez que le numérique facilite votre vie quotidienne, complique votre vie quotidienne ou n'a pas d'effet sur votre vie quotidienne? Quand on pose cette question, on a l'impression que le numérique est quelque chose tout de même de plutôt encensé. On a 66% de gens qui nous disent que le numérique facilite leur vie quotidienne. Ceci dit, on a tout de même un tiers de la population qui nous dit ou que ça n'a pas d'effet, ou que ça complique la vie quotidienne. Et on se rend très vite compte, et on peut passer à la slide suivante, que derrière cette adhésion de façade, il y a quelque chose d'un peu plus compliqué. C'est que certes, le numérique est perçu par 2 tiers des Français comme quelque chose de plutôt positif dans leur vie quotidienne, mais que ce n'est pas un élément, une relation qui est forcément apaisée. Tout d'abord, ce fait de voir le numérique comme facilitateur, pardon, je perds ma voix, c'est très dépendant du contexte socio-économique dans lequel on se trouve.
plus on a fait des études longues, euh, plus on est dans un métier qui favorise l'emploi des technologies numériques, euh, plus on a tendance à apercevoir le caractère utile, bénéfique sur sa vie quotidienne. Et à l'inverse, si on a un niveau de diplôme assez faible, on a fait peu d'études, des études assez longues, et qu'on est dans des métiers comme par exemple si on est ouvrier où on utilise moins différents outils numériques, eh bien l'attrait dans sa vie quotidienne va être diminué. Et qu'on soit dans une attitude où on perçoit le numérique comme quelque chose de positif sur sa vie ou non, eh bien, on a quand même des craintes. Et donc, on a d'un côté 66% des gens qui nous disent que le numérique, ben, ça aide leur vie quotidienne, mais on a aussi 65% des gens qui nous disent avoir au moins une crainte à l'égard de l'utilisation ou d'Internet spécifiquement ou des outils numériques dans leur ensemble. Et donc, on voit bien que le rapport au numérique, ce sont ces deux aspects qui cohabitent. Un numérique qui peut aider au quotidien, mais un numérique aussi qui effraie, qui n'est pas totalement maîtrisé et dont on peut potentiellement se détourner voilà, face à des craintes. Donc, on peut passer à la slide suivante. Et donc là, c'était surtout pour récapituler à nouveau la définition des freins psychosociaux, mais c'était aussi pour dire qu'on a bien conscience qu'il y a des difficultés tangibles, matérielles, objectives, qui sont d'ordre financier, qui sont d'ordre d'accès à l'équipement, même encore aujourd'hui où Internet, l'accès à Internet s'est généralisé, il y a des personnes qui n'ont pas les moyens pour se procurer des équipements de qualité, qui ont du matériel obsolète, qui ont un handicap spécifique qui fait que tel site internet ne va pas être adapté pour eux ou pour elles. Et donc l'enjeu, c'est pas d'évacuer ça, mais de dire qu'à côté de ces difficultés mesurables, il y a d'autres mécanismes qui peuvent jouer ou qui peuvent en plus s'ajouter à ces difficultés matérielles. Et donc, c'est la question du psychosocial et des représentations du numérique qu'on peut avoir. Donc, on peut passer, voilà, merci. Donc, en termes de freins psychosociaux, on a identifié trois grandes familles sur lesquelles je vais revenir ensuite dans le détail. L'idée, là, c'était de vous montrer un petit peu les proportions que ça prenait au sein de la population, sachant que le total ne fait pas 100%, puisque bien évidemment, on peut être confronté à plusieurs types de freins en même temps. On n'a que 28% de la population qui, qui ne cite aucun des freins et aucune des craintes qu'on a associées au psychosocial. Donc on a 47% qui nous citent les freins de protection, ce sont les plus cités. Puis on a des freins qu'on a appelés socioculturels et enfin des freins à l'adhésion qui concernent tout de même un Français sur 5. Donc on peut passer sur les freins de protection. Donc 47% de la population nous cite au moins un type de frein qui relève de ce périmètre. Alors qu'est-ce que c'est les freins de protection? L'idée, c'est que le numérique est un environnement potentiellement hostile. On entend parler de hackers, on entend parler d'arnaques, d'escroqueries, et donc il va falloir se protéger contre des risques externes. Alors, ces risques, ils existent, et en plus, ils sont en explosion actuellement. Enfin, la cybercriminalité progresse fortement. Donc, ça s'ancre sur quelque chose de réel. Mais ceci dit, quand on va un peu plus loin, on se rend compte que Avec ma collègue, là, juste. qui a peur Juste un de se faire escroquer, de se faire arnaquer, ce ne sont pas forcément les profils de personnes qui se font le plus arnaquer. C'est quelque chose en fait d'assez transversal dans la population qui va concerner tout le monde en fait, que ce soit des plus jeunes, des plus vieux, des diplômés, pas diplômés, enfin pas diplômés, peu diplômés. Ce qui compte, c'est surtout son appréhension en général. Ça va concerner des gens qui sont inquiets plutôt, bon, pas par nature, mais qui nous déclarent plus souvent être inquiets sur tout un ensemble de thématiques, et pas seulement sur le numérique. Et donc, c'est là où on voit il y a un delta entre l'exposition réelle à des risques et la frayeur, puisque les personnes qui
nous répondent qu'elles sont inquiètes de ces risques d'escroquerie d'arnaque. Ce ne sont pas forcément des personnes qui s'exposent plus, ce sont juste des personnes qui sont inquiètes par ailleurs pour les agressions dans la rue, pour les risques de guerre, pour les risques d'accidents nucléaires. Et donc, dans ce registre d'inquiétude, eh bien, elles mettent aussi les risques numériques de se faire escroquer, de se faire avoir, qu'on divulgue des informations sur leur consentement, etc. Et donc, quand on zoome sur les personnes qui ont vraiment été victimes, on se rend compte qu'elles ne sont pas beaucoup plus inquiètes de ces freins de protection que les autres. Pardon, je passe effectivement à la slide suivante maintenant. Donc, on peut passer aux freins socioculturels, merci. Ici, la question, c'est pas tant de se protéger que d'être en adéquation avec le numérique tel qu'on le perçoit. Il y a comme cette idée d'un idéal numérique d'un numérique qu'il faudrait maîtriser et avec lequel on est en décalage, qu'on ne maîtrise pas, ou parce qu'on n'a pas les équipements qu'il faut, ou parce qu'on n'a pas enfin, on a le sentiment de ne pas avoir les compétences qu'il faudrait. Et donc, c'est vraiment lié à une représentation standard du numérique où il faudrait faire ci, ça, et donc nous, on se sent en décalage. On y reviendra en dernière partie, mais ça peut être le fait de gens qui ont par exemple des pratiques numériques fortes, mais tournées vers un domaine spécifique comme la sociabilité ou les loisirs, et qui pensent que pour maîtriser le numérique, il faut savoir faire de la bureautique, par exemple. Un exemple de ce type. Donc voilà, c'est l'idée d'être en décalage par rapport à ce qui est attendu à l'égard du numérique. Et donc ça concerne 40% de la population. Enfin, merci, on a les freins à l'adhésion qui concernent 20% de la population. Là, c'est une idée un petit peu différente. Elle se traduit en fait de deux manières. Soit on a une attitude de rejet face à la numérique, donc on peut se dire stop, on sature, on a envie de mettre le numérique à distance sans pour autant y parvenir forcément dans les faits, mais en tout cas dans les représentations on ressent un rejet à l'égard du numérique et ça, c'est quelque chose qui se traduit notamment, enfin qui se perçoit notamment chez les plus jeunes, les 18-24 ans, les étudiants, où dans l'absolu, ils auraient envie de rapports plus humains. Après, ils n'arrivent pas forcément à se sortir de numérique pour aller vers ces rapports plus humains, mais en tout cas, il y a ce mécanisme qui s'opère chez eux. Et puis, il y a aussi la deuxième dimension de ce type de cette famille de freins, c'est le désintérêt. Et là, on le verra aussi plus tard, ça concerne plutôt les plus âgés et les retraités. C'est l'idée que le numérique s'est jamais vraiment intégré dans leur parcours de vie, dans leur parcours professionnel, dans leur pratique quotidienne, et qu'à présent qu'elles sont très âgées, donc on a mis 70 ans et plus, mais c'est même 80 ans et plus, bah, l'intérêt pour le numérique n'est pas là, et donc on ne voit pas vraiment de nécessité à s'y confronter. Et donc ça, c'est un autre frein psychosocial qui est possible. Et maintenant, je laisse la parole pour comprendre un petit peu mieux les dynamiques d'appropriation des technologies numériques à mon collègue, mon confrère, on va dire, Jérôme Clerget du CREAD. Merci Lucie. Alors Lucie nous a montré avec ce panorama qu'il existe toute une série de freins aux usages des technologies numériques qui concernent en particulier, pas que, mais en particulier les milieux modestes peu diplômés. Pour essayer de comprendre ces freins, il faut qu'on regarde comment les technologies sont appropriées ou ne sont pas appropriées ou peuvent être rejetées et comment les usages se construisent ou ne se construisent pas. On a volontairement mis de côté les aspects liés aux ressources, donc ressources économiques, sociales ou culturelles dont les individus sont dotés. Ces ressources jouant évidemment un rôle important dans leur rapport au numérique, mais on les a mis de côté dans ce travail-là parce qu'on a beaucoup traité de ces aspects dans le premier rapport de la série, donc comme Thomas l'a rappelé, qui s'intitule « Définir et mesurer l'éloignement du numérique », auquel je vous renvoie pour ces aspects plus particuliers, qui est toujours disponible en ligne sur le site du Labo Société Numérique. Donc cette fois-ci, on a voulu traiter surtout des normes et représentations, comme ça avait été indiqué. Alors pour comprendre comment ça marche, comment ces normes, ces représentations, elles jouent en tant que frein, on peut partir d'un certain nombre de constats. Et le premier constat, c'est que les dispositifs sociotechniques ne sont pas neutres. On entend souvent dire
que les technologies sont neutres, qu'elles n'ont aucun effet par elles-mêmes, en fait, la plupart des dispositifs sont tout sauf neutres. Alors, qu'est-ce qui nous permet d'affirmer ça? Tout d'abord, tout dispositif, ça vaut vraiment pour tous les dispositifs existants, ils contiennent des choix qui sont opérés par les concepteurs en amont, qui se retrouvent ensuite dans le design de ces dispositifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans leur travail, les concepteurs se fondent sur une image qu'ils ont des futurs utilisateurs. Et ils introduisent un usage qu'on pourrait qualifier de prescrit, entre guillemets. En fait, c'est l'usage qui est attendu par les concepteurs des utilisateurs, des futurs utilisateurs. Une sociologue qui s'appelle Madeleine Akridge a utilisé une métaphore filmique pour qualifier ça, pour expliquer ça. Elle indiquait que les dispositifs contiennent des scripts comme dans un film, des scripts d'usage. Or, ces concepteurs, ils appartiennent eux-mêmes à des groupes sociaux qui sont relativement homogènes, avec leur propre représentation. C'est-à-dire que ce sont des concepteurs qui sont plus souvent jeunes, plus souvent urbains, issus plutôt de milieux diplômés, plutôt diplômés des sciences et techniques, un peu plus souvent des hommes, donc ils sont habités par des représentations qui sont celles de leur groupe. Et donc ils construisent des dispositifs en fonction de leur propre représentation, en quelque sorte. Alors pour l'affirmer, on a une étude récente qui a été menée en Belgique par Perrine Broodkorn, qui a montré justement que les concepteurs de services en ligne d'intérêt général, donc de sites de services publics, ces concepteurs, ils s'appuyaient sur la figure d'un usager qu'on pourrait dire standard, entre guillemets, qui correspond à l'image d'un public qui est plutôt déjà connecté, plutôt déjà habile, à l'aise avec les technologies. Et à côté de ce profil de l'usager standard, on a d'autres profils, évidemment, en particulier ceux qui sont moins à l'aise dans l'utilisation de ces services, qui sont plutôt laissés de côté. Ils sont rarement pris en compte dans la conception. Et donc, dans cette étude, Perrine Broodkorn avait montré que le choix qui était fait par les concepteurs, il résultait en grande partie d'une sorte de choix par défaut, qui relevait en fait d'un manque de connaissance des mondes sociaux, de la diversité des mondes sociaux des usagers réels par les concepteurs. Bon, tout simplement, ce n'était pas malveillant si l'on veut, tout simplement c'était qu'ils ne connaissaient pas bien les publics les plus en distance avec les normes sociales d'usage dominantes. Donc d'emblée, première conclusion qu'on peut tirer de ces premiers éléments, c'est qu'on peut affirmer que les potentialités des dispositifs numériques à améliorer le pouvoir d'agir des usagers, des citoyens, il va déjà différer en fonction des choix qui seront opérés en amont par les concepteurs. C'est-à-dire qu'un même dispositif peut plutôt favoriser tel public et plutôt en défavoriser un autre. On peut passer à la diapo suivante. Merci. Donc là, on a parlé des concepteurs, de leur rôle dans les dispositifs qui ne doit pas être négligé. Maintenant, il faut aussi qu'on regarde du côté des usagers eux-mêmes. Et là, on peut faire un deuxième constat, c'est que tout dispositif est approprié par l'usager dans un contexte de vie spécifique. Au-delà de la stricte question de ses habilités, de ses ressources, comme je le disais tout à l'heure, ça compte aussi. Alors en fait, si les concepteurs introduisent un usage prescrit en amont, en aval, l'utilisateur il est rarement passif, il ne reçoit pas passivement les prescriptions qui ont été définies en amont par les concepteurs. D'abord, l'utilisateur décide s'il veut s'approprier ou s'il ne veut pas s'approprier un dispositif. Et ensuite, s'il décide de se l'approprier, il va développer ce qu'on appelle des arts de faire qui lui sont propres. Là, les arts de faire, c'est une expression qu'on doit à Michel de Certeau, qui parle aussi de braconnage, peut-être un terme qui vous parle. En fait, l'utilisateur il va se réapproprier le dispositif pour qu'il corresponde aux usages qui l'intéressent, lui, qui correspondent au sens que lui peut leur donner. Alors pour les plus anciens d'entre vous, vous vous souvenez peut-être du Minitel dans les années 80. C'est un exemple que j'aime bien donner parce qu'il est très parlant. Dans les années 80, le Minitel, il s'était illustré justement par un décalage entre les usages attendus par les concepteurs. Les concepteurs du Minitel, c'était le ministère des Postes et Télécommunications à l'époque. Et ce ministère des Postes et Télécommunications, il avait conçu le Minitel pour des activités de consultation de bases de données. Et ce n'est pas du tout pour les consultations de bases de données que les usages se sont développés ensuite. Les usages réels, ils se sont développés autour des messageries.
Donc là, on avait vraiment une différence entre ce qui était prévu au départ par les concepteurs et la manière dont les usagers ont développé des usages en aval. Donc au total, on a un chercheur qui s'appelle Serge Proulx qui a proposé en guise de synthèse 3 grandes conditions pour qu'un dispositif puisse être approprié par un individu. Alors d'abord, il y a la maîtrise, on va dire, technique et cognitive du dispositif. Évidemment, c'est la première pierre, il faut tout de même pouvoir maîtriser le dispositif, mais ce n'est pas suffisant. La deuxième grande condition, c'est que ce dispositif il puisse s'intégrer dans une pratique quotidienne. La conséquence de cette affirmation, c'est que proposer un dispositif qui ne peut pas s'intégrer dans la vie quotidienne de certaines personnes, ça ne fonctionne pas. Et puis la troisième condition, c'est qu'il faut ménager la possibilité d'un geste, on pourrait dire créatif, c'est-à-dire ménager la possibilité pour les usagers d'adapter en fait le dispositif à ce que eux souhaitent en tirer. C'est-à-dire qu'entre deux personnes, les attentes vis-à-vis d'un dispositif ne sont pas forcément identiques. On peut passer à la diapo suivante. Alors, on a parlé du rôle joué par les concepteurs d'abord, on a parlé des usagers pris individuellement, il faut encore qu'on parle des groupes d'individus. Alors, on a évoqué tout à l'heure le contexte de vie, brièvement, mais il faut revenir un peu là-dessus parce que c'est important. Alors, qu'est-ce que c'est que le contexte de vie? Alors, évidemment, ce n'est pas univoque, il y a plein de choses qui rentrent dans un contexte de vie, qui sont constitutives d'un contexte de vie. L'âge de la personne, sa situation familiale, sa profession, sont autant d'éléments qui vont influencer le contexte de vie. Donc il y a plusieurs éléments. Mais il y a un élément qui est particulièrement important dans les usages, c'est le milieu social et culturel. D'où un troisième constat, c'est que l'usage, il a aussi une dimension de construction sociale, c'est-à-dire qu'il a aussi une dimension qui est collective, dans la mesure où il va être cadré par des normes sociales qui sont à peu près homogènes, partiellement homogènes dans un milieu social donné. Alors, je vais expliquer. L'importance du milieu d'appartenance dans le rapport aux technologies, en fait, il a été remarqué il y a longtemps déjà, c'est-à-dire dès les années 60. Alors, vous savez, les années 60, c'est une période, il y a beaucoup d'innovations technologiques, c'était la période où on commence à se démocratiser le téléphone, le téléviseur, l'automobile, etc. Et à cette époque, une équipe qui avait été menée par Pierre Bourdieu avait étudié les usages de la photographie, donc dans différents milieux sociaux, et il avait remarqué des régularités de pratique de la photographie d'une classe sociale à une autre. C'est-à-dire qu'il remarquait d'un milieu social à un autre, on choisissait plutôt tel sujet, tel moment à photographier, tel cadrage. On avait vraiment des régularités en fonction du milieu social. Alors pourquoi? En réalité, les différents milieux sociaux, ils ont tous un système de valeurs, de sens. En sociologie, on parle d'éthos, qui va être différent entre les différents milieux. Donc. Et celui des milieux modestes, il est un peu différent de celui des milieux plus aisés. Alors évidemment, il ne faut pas voir ça comme trop rigide, trop cloisonné. Aucun milieu social n'est hermétiquement clos en quelque sorte. Mais quand même, on a par exemple les travaux de Dominique Pasquier qui ont montré que le rapport à l'écrit, et donc un rapport distant à l'écrit, constituait une caractéristique forte, en fait, des milieux modestes peu diplômés. Et la conséquence, c'est que le courrier électronique, par exemple, n'a pas franchi la barrière sociale. C'est qu'on a des milieux modestes qui utilisent très peu le courriel. À l'inverse, on a des cadres qui l'utilisent énormément. Et les milieux modestes préfèrent généralement d'autres modes de communication, plutôt des modes de communication plus informels, comme le chat, éventuellement des textos ou une visio, plutôt qu'un courriel formel. Et pour un apprentissage, ils vont plutôt préférer un tutoriel vidéo plutôt qu'un texte. Donc Dominique Pasquier, en particulier, et d'autres personnes, mais je parle d'elle parce que c'est celle qui a mené le plus les travaux les plus marquants dans ce domaine, elle remarquait que les milieux modestes tiraient Internet plutôt du côté de l'image, là où Internet, à l'origine, était beaucoup plus basé sur l'écrit quand il n'était fréquenté essentiellement que par des milieux aisés et diplômés. Donc ce qu'il faut retenir de ces différents éléments, c'est qu'on a une appropriation qui est socialement différenciée des technologies. Et donc la conséquence de ça, c'est qu'il peut y avoir une tension entre ce qui est prescrit en amont et la réalité des usages présents en aval. Alors parfois, il n'y a pas de tension particulière. On pourrait dire que la tension, elle est résolue dans la mesure où les utilisateurs vont s'approprier
un dispositif de la manière qu'ils souhaitent, grâce au braconnage. Tant pis si les concepteurs ne l'avaient pas prévu ainsi, les utilisateurs l'adaptent en quelque sorte comme ils l'entendent. Mais parfois, ce n'est pas toujours possible, parce que parfois, un dispositif ne permet pas cette adaptation. Et donc là, on a une tension qui peut être importante entre les normes sociales qui sont imposées par un dispositif, qui correspondent aux normes d'usage de certains milieux sociaux, et ces normes d'usage de certains milieux sociaux sont imposées à d'autres qui ne peuvent pas l'adapter, en contradiction avec leur contexte de vie. On peut passer à la diapo suivante. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça si on essaie de résumer ces différents éléments? Il y a plusieurs choses. D'abord, l'usage, et donc de fait le non-usage derrière, donc l'usage et le non-usage, ils sont liés à une pluralité de facteurs. Ils sont liés en partie aux dispositifs eux-mêmes, ce qu'ils permettent et ce qu'ils ne permettent pas, dans le design même des dispositifs, mais aussi, en plus de ça, aux représentations, au contexte de vie de l'usager potentiel. La deuxième chose, c'est que l'usager il ne s'approprie que ce qui fait sens pour lui, notamment dans son quotidien. Parfois, il le fait en détournant les usages prescrits. En quelque sorte, on pourrait dire que la technologie propose, mais c'est le social ensuite qui dispose. Et ensuite, troisième élément, il y a différentes normes sociales d'usage des technologies qui coexistent dans un même pays, en fonction des groupes. On peut avoir autant de normes que de groupes sociaux, mais survient un problème lorsque l'imposition de normes qui font sens pour certains groupes, donc il y a une imposition de normes de ces groupes à d'autres groupes, et là, ça engendre généralement des difficultés. Donc dit autrement, en imposant des usages qui ne parlent que à l'usager entre guillemets standard, donc aux milieux les plus aisés et diplômés, on s'expose de fait à provoquer des difficultés pour les milieux modestes, voire même à limiter leur capacité à participer à la société, puisqu'on est dans une société qui est de plus en plus numérique. Et dans ce cas-là, on peut dire que c'est en grande partie le numérique qui s'éloigne des individus, d'une partie des individus, davantage que des individus qui sont éloignés en eux-mêmes du numérique. Alors, est-ce qu'il y a des pistes pour résoudre cette tension? Oui, c'est la bonne nouvelle. Il faut encourager la compréhension et la prise en compte des mondes sociaux et des contextes d'usage des individus et des groupes d'individus, notamment dans les politiques publiques, parce que c'est une condition sine qua non pour un numérique capacitant. Il y a des solutions concrètes pour ça. Il y a davantage que celles que je vais évoquer ici, mais très brièvement, on peut évoquer deux choses. D'abord, il y a la conception centrée usager. On parle parfois aussi de co-design, c'est des termes qui sont sont pas exactement similaires, mais presque. L'idée, c'est de faire participer les citoyens à la conception des dispositifs. C'est rarement fait, mais ça a parfois été le cas et ça peut être fait. Puis la deuxième chose, évidemment, c'est la médiation numérique, qui est particulièrement centrale, puisque c'est cette activité de médiation qui permet d'établir, ou parfois de rétablir, le lien entre les personnes ancrées dans un milieu et un numérique qui fasse sens pour eux, surtout quand cette médiation elle-même elle est liée à un territoire précis, à un milieu au sens large, qui inclut donc aussi le territoire. Voilà, je vais repasser la parole à Lucie pour la typologie des postures. Merci beaucoup. Donc on a parlé de freins psychosociaux, de normes sociales d'usage qui dépendent du milieu d'appartenance sociale. Pour aller un petit peu, pour continuer en fait à alimenter ce discours, on a déposé une brique supplémentaire qui a été de voir comment s'incarner les freins psychosociaux dans la population, quels grands groupes on pouvait constituer à partir des craintes déclarées par la population dans l'enquête du baromètre du numérique, et puis s'attacher à décrire ces grands groupes obtenus en renseignant en fait leurs caractéristiques socio-économiques notamment, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se jouait dans leur posture, dans les freins qu'elles ressentaient à l'égard du numérique. Et donc, on a réussi à dégager 4 catégories de population, 4 catégories de postures plutôt, que je vais vous décrire à présent. Alors, la première catégorie, c'est celle des réfractaires. Ça concerne 7% de la population.
ça fait écho surtout aux freins à l'adhésion que je mentionnais en début de présentation. L'idée, c'est que le rapport au numérique, il est très, très distendu. Et donc, au final, ce sont des personnes qui sont assez peu anxieuses à l'égard du numérique, mais parce qu'en fait, elles en ont très peu l'usage, elles sont très peu équipées, elles ont rarement accès à Internet et elles ne souhaitent pas être accompagnées vers un usage plus grand. Donc ça, c'est vraiment ce qui les constitue, c'est qu'elles n'ont pas de pratique et qu'elles ne souhaitent pas en avoir davantage. Et donc, ce sont des personnes qui sont plutôt plus âgées et qui, en tout cas, ont eu un parcours de vie qui s'est construit en dehors du numérique et qui ne se voient pas l'y intégrer. Donc ça, c'est la première catégorie de personnes. La seconde euh, est bien plus intéressante, il nous semble, pour les médiateurs, euh, parce que ces personnes-là ont un désir déjà d'être accompagnées. Ce qui est quand même la première étape. Ça concerne 18% de la population et ces personnes-là sont particulièrement concernées par des freins psychosociaux. En fait, c'est une population qui a une très forte envie d'aller vers plus de numérique, mais qui se sent freinée dans son appropriation numérique. Donc, ils sont intéressés particulièrement par l'IA, par exemple, par toutes les nouvelles innovations technologiques. Ils ont des usages plutôt sociaux, récréatifs du numérique. Ils ont un certain nombre d'équipements et pourtant, ils ont l'impression de passer à côté de quelque chose. Ils nous déclarent qu'ils n'ont pas l'impression de maîtriser pleinement le numérique et puis ne pas avoir forcément les capacités pour avoir un équipement très adapté, qui ne soit pas obsolète. Donc, c'est des personnes qui font état euh, vraiment d'une envie d'accompagnement, qui sont surtout des personnes jeunes. Donc plutôt des hommes et plutôt des personnes qui ont un parcours professionnel un petit peu en construction. Donc c'est des gens qui sont plus souvent intérimaires, qui sont plus souvent, quand ils sont dans la fonction publique, contractuels, qui occupent plutôt des postes de type ouvrier. Donc voilà, pas forcément des personnes très très diplômées, mais des personnes qui ont des usages numériques et ça nous semblait faire écho particulièrement à ce que disait Jérôme sur des gens qui peuvent avoir des usages numériques, mais qui sont un petit peu en dehors de ce qu'auraient pensé les concepteurs et qui peuvent se sentir par conséquent en décalage avec ce que propose le numérique. Et donc, c'est des personnes par ailleurs qui, dès qu'il y a une marge d'adaptation possible pour personnaliser leur expérience numérique, pour choisir son navigateur sur smartphone par exemple, pour paramétrer son compte, ben, vont se saisir de ça pour adapter leur expérience numérique. Donc, ça nous prouve bien que ce sont des personnes qui ne sont pas complètement qui ont des compétences numériques, mais qui sont peut-être pas valorisés ou par eux-mêmes ou par la société ou les deux, qui en tout cas ont envie d'en apprendre encore plus dans le numérique pour que leur usage puisse correspondre à l'idéal qu'ils se font d'un bon usage du numérique. Et donc, ça nous emmène au groupe suivant, qui est un petit peu différent, qui représente environ 37% de la population. Là où le premier groupe, enfin où le groupe précédent, c'était plutôt des hommes, de jeunes hommes, là on est plutôt sur des adultes d'âge moyen et plutôt des femmes, plutôt des personnes de la classe moyenne. Et ce sont des personnes qui, si on leur donne le choix, préfèrent les interactions physiques aux interactions numériques, qui préféreraient se rendre dans un magasin plutôt que faire des achats en ligne, qui préféreraient probablement se rendre en guichet plutôt que de faire des démarches administratives en ligne. Pour autant, c'est des personnes qui jugent Internet pratique au quotidien, qui jugent que ça facilite leur vie quotidienne. Et ces personnes ont des usages numériques plutôt organisationnels, donc vont planifier des rendez-vous médicaux, vont prendre des billets de train, vont réaliser des démarches administratives, faire des recherches. Donc
pas des usages très imprégnés par les loisirs ou la sociabilité, comme ça l'a été pour le groupe précédent qui était vraiment plus sur les réseaux sociaux. Là, c'est un numérique de nécessité, mais qui ne va pas sans crainte, puisque ces personnes ont très très peur justement des risques externes, de se faire arnaquer, de se faire escroquer, et ont aussi l'impression, donc là c'est un trait qu'à partage par contre avec le groupe précédent, de ne pas maîtriser suffisamment les outils pour être pleinement à l'aise dans le numérique. Donc voilà pour les 3 premiers groupes. Et le dernier fait un petit peu moins débat, enfin débat. Disons que le premier n'a pas de crainte particulière à l'égard du numérique. Ce sont des gens qui ont un profil très proche de celui des concepteurs des outils numériques. Donc, ce sont plutôt des profils CSP+, plutôt des hommes et plutôt des personnes qui utilisent fortement le numérique dans leur environnement professionnel, donc des cadres, des urbains. Et eux, l'excès est peut-être du côté inverse, c'est-à-dire qu'ils ne déclarent aucune crainte, aucun frein. Et même, en fait, ils posent très peu de limites à leurs usages du numérique. Ils ne vont pas s'informer sur leur consommation, ils ne vont pas lire les CGU. Là où les profils qui sont plus anxieux vont peut-être justement regarder un petit peu plus les conditions d'utilisation. Eux, pas du tout. Et quand ils ont des enfants, ils vont assez peu aussi verrouiller les usages numériques. Donc, c'est une sorte d'enthousiasme insouciant, c'est comme ça qu'on l'a appelé, qui peut aussi poser d'autres formes de risques. En tout cas, c'est aussi une posture psychosociale qui, là, ne limite pas l'appropriation du numérique, par contre. Et donc voilà, dans leur usage professionnel, ils s'inspirent aussi de tous les nouveaux usages qu'il pourrait y avoir, notamment l'IA, c'est des personnes qui utilisent beaucoup l'IA. Donc voilà pour les 4 groupes de population qu'on a pu dégager, et je repasse la parole à Thomas Macaluso de la NCT. Merci Lucie, merci Jérôme. Et effectivement, juste 2 slides de conclusion pour ouvrir assez rapidement derrière la discussion et prendre éventuellement aussi des questions que vous posez. Encore une fois, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On pourra les prendre un peu une par une et essayer de les traiter également. Donc, sur ce qu'on a vu sur l'ensemble du diaporama et de la présentation ici, si on reprend un peu notre question initiale de comment les freins psychosociaux influencent l'usage du numérique et comment on peut les appréhender aussi finalement, donc, on a bien sûr vu qu'on a des rapports numériques qui sont très différents, très divers en fonction des catégories de population. C'est l'hétérogénéité des usages et les inégalités socio-numériques qu'on évoquait tout à l'heure, mais qu'à côté, en tout cas, de la question des ressources, des équipements, de la connexion, etc., se pose la question et ça a bien été dit, du contexte de vie en fait, des individus dans ces usages du numérique. Et que finalement, la distance vis-à-vis des technologies numériques, elle peut parfois être dans ce cadre-là appréhendée comme une distance vis-à-vis des normes sociales d'usage dominantes et qui vient alimenter la fameuse phrase de le numérique, c'est pas pour moi en fait. C'est un numérique tel qu'il est déployé ici, tel qu'on me le propose, qui ne correspond pas en fait à mon contexte de vie, à mon quotidien finalement. Notre élément qui vient alimenter cette mise à distance-là, c'est toute la partie aussi conception. La conception des dispositifs numériques, des équipements numériques, des interfaces numériques également, avec une prédominance de la figure de l'usager standard dans les représentations des concepteurs qui, comme on l'a dit, sont souvent des hommes, des jeunes hommes, plutôt urbains, plutôt diplômés également, et qui ont leur propre représentation d'un usager du numérique et qui est parfois très éloigné de la diversité des usagers numériques qu'on peut retrouver dans une société comme la nôtre. Et donc, cette prédominance-là de l'usager standard, ça crée là aussi des normes qui sont excluantes, des normes d'usage du numérique qui sont excluantes, qui peuvent alimenter des situations en fait parfois d'humiliation quand on se confronte à ces usages qui sont prescrits, mais avec lesquels on n'est pas à l'aise, qui ne correspondent pas à notre quotidien.
Et de fait, ça alimente aussi des phénomènes un peu de mépris de soi qui peuvent être subis donc, par les personnes qui ont ces ressentis-là et qui, de fait, vont venir alimenter des freins psychosociaux à l'usage numérique et du rejet aussi du numérique. Et ce qu'on a vu également aussi, c'est que on a en fait, à des degrés divers, une majorité finalement de la population française qui a une posture psychosociale, j'allais dire, un peu tendue justement avec ces normes sociales d'usage, avec ces usages prescrits, puisqu'on a vu, et c'était la dernière partie de la présentation, dans les typologies présentées, qu'on a vu que la part de la population qui s'inscrit, on va dire, pleinement dans la manière dont le numérique est diffusé dans ces éléments de normes d'usage et d'usage prescrit, ça représente finalement comme plus d'un tiers, 37% de la population. C'est la catégorie qu'on a appelée les technophiles. Donc ça veut dire que le 2 tiers, en fait, ressent et a des postures psychosociales qui sont mises en tension avec ces usages dominants ou prescrits. Donc c'est un phénomène en fait assez important finalement et qui prend parfois encore plus de place que le phénomène d'éloignement numérique, ce que disait tout à l'heure Jérôme, en disant il y a un numérique dont on comprend là qu'il éloigne aussi une partie de la population. Enfin, en deuxième et en conclusion générale aussi, c'est que ce qu'on peut comprendre et ce qu'on en déduit aussi de ces éléments présents dans l'étude, c'est que toute injonction à utiliser le numérique, notamment à partir des usages dominants du numérique, ça vient alimenter le phénomène de frein psychosociaux à l'usage du numérique. Si on veut essayer de réduire des freins psychosociaux à l'usage du numérique dans la population, il est certain qu'on ne peut pas véhiculer et continuer à véhiculer en tout cas des injonctions à l'usage du numérique qui plus est calqué sur des usages prescrits comme on l'a vu tout à l'heure et qui ne font pas sens pour le quotidien d'une partie de ces individus. Il y a un autre élément aussi intéressant qui ressort de cette étude, en fait, c'est que parfois, pour essayer de mesurer, d'évaluer des actions de médiation numérique ou d'inclusion numérique, on va avoir une posture d'évaluation basée sur justement des compétences numériques de base. Mais en fait, les enseignements de cette étude nous poussent à réfléchir à cette notion-là, puisque essayer d'évaluer des compétences numériques de base chez les individus, en fait, ça reviendrait surtout à évaluer leur propre proximité avec des normes sociales d'usage qui sont dominantes. Par exemple, et ça a été dit tout à l'heure, sur l'email, le courriel, en fait, on le retrouve souvent dans les grilles d'usage de compétences numériques de base, en fait. Mais, comme cela a été dit, le mail, en fait, et le courriel, c'est un usage qui est très développé, très approprié par des populations du coup plutôt diplômées et aisées. Et en fait, à partir de cet élément-là, c'est devenu quelque part un usage dominant et tellement qu'en fait, on en fait une compétence numérique de base. Mais cet élément, cet usage-là du courriel ne fait pas sens pour une partie de la population qui a des pratiques numériques qui sont très éloignées en fait de ces éléments-là. Le mail, encore une fois, c'est un support qui passe par l'écrit, qui a une communication asynchrone et qui en plus est très formelle. Et ça, on sait très bien effectivement que c'est des pratiques qui sont très éloignées, notamment des catégories de population plutôt peu pas diplômées, qui ont un usage du numérique qui passe effectivement plus par des manières informelles ou de l'image et surtout éventuellement des échanges directs. Et donc on comprend effectivement que c'est un usage qui est assez éloigné de ce point de vue-là. Et donc, je fais une petite parenthèse sur cet aspect évaluation des compétences numériques. Si on se dit, très bien, en fait, essayer de confronter les individus à des grilles de compétences numériques de base, ça ne paraît pas être forcément la très bonne solution. On regarde ce qu'on vient d'évoquer là. Dans ce cas-là, ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est peut-être d'aller solliciter, d'aller utiliser une approche d'évaluation des compétences numériques par l'utilisation de variables subjectives. C'est-à-dire, par exemple, en essayant d'interroger le sentiment de compétence de la personne, comment elle se sent, d'essayer d'interroger plus rapidement, plus globalement plutôt, son rapport en fait au numérique. Est-ce qu'elle se sent plutôt en confiance à l'usage de ces outils-là? Est-ce qu'elle est stressée à l'idée d'utiliser
les outils numériques. Tout simplement parce qu'en fait, ces éléments-là, cette perception subjective, elle est primordiale et elle joue un rôle très important dans les phénomènes d'appropriation du numérique. Mais je pourrais y revenir si vous le souhaitez, si vous avez des interrogations. Et donc, un des éléments aussi qui figure dans l'enquête, c'est qu'il est absolument indispensable, et ça a été dit à plusieurs reprises, de prendre en compte la diversité des mondes sociaux, des individus, dans la conception, le design numérique, mais également, et ça, on y prend notre part au sein du programme Société numérique de la NCT, également dans la manière de penser les politiques d'inclusion numérique et dans les activités de médiation numérique, bien entendu. Donc, et j'en finis par là pour vous donner la parole. Dans le message que porte aussi cette étude-là, c'est que faire reculer, si on veut faire reculer les freins psychosociaux à l'usage du numérique, il faut faire reculer le déploiement d'un numérique standardisé. C'est le déploiement d'un numérique standardisé du coup, qui contribue à dire et à évoquer chez certaines personnes le fait que le numérique, ce n'est pas pour moi. Il faut mieux prendre en compte, encore une fois, la diversité des mondes sociaux et les contextes de vie des gens pour déployer un numérique qui sera capacitant, c'est-à-dire qui fasse sens pour les individus et qui les aide à améliorer leur bien-être et leur pouvoir d'agir dans une société. Et bien entendu, ces éléments-là, pour nous, il nous semble fondamental que ça puisse se faire sur la base d'une médiation numérique que vous incarnez toutes et tous en fait sur le terrain et que nous, on essaie aussi d'accompagner, de favoriser, de valoriser, puisque pour nous, c'est vraiment une pierre angulaire de la manière d'essayer de diffuser un numérique qui soit plus inclusif, naturellement, mais également plus capacitant, c'est-à-dire qui fasse sens pour chacune dans sa vie quotidienne. Voilà, je m'arrête là pour la présentation. Je vous remercie pour votre attention